Attention, cible lumineuse, Starfighter. Nous, les fans des années 80, sommes les derniers Starfighter, il faut le dire, fantasmés sur des histoires dont nous sommes ou pouvons être les héros. Starfighter est exactement ce genre de film, pour deux raisons. Arriver à nous faire croire que les images de synthèse que nous voyons montrées sont ici de vrais vaisseaux qui existent alors qu'on est loin du compte et encore plus loin d'un Avatar 2. Mais surtout nous raconter l'histoire d'Alex Rogan, un jeune garçon qui vit dans un caravaning, dans un mobil-home avec sa mère et son petit frère, grand joueur du seul jeu aux alentours, Starfighter. Il attend une bourse pour pouvoir étudier, rien n'arrive. Il a une petite amie, mais il a du mal à la satisfaire puisqu'il est toujours pris à gauche et à droite pour aider son voisin, et se réfugie donc le peu de temps qu'il a en loisir dans ce jeu vidéo. Tu en es à 900 000. Alex est tellement bon qu'il va finir par déglinguer tous les ennemis du jeu, battre le record, battre toute la flotte galactique des méchants à bord de son vaisseau du titre, le Starfighter. Et c'est là que l'histoire du jeune scénariste Jonathan Betuel, rappelez-vous, l'homme derrière Les Aventuriers de la 4e dimension dont j'avais parlé, qu'il avait lui-même réalisé, entre en scène, puisque ce fameux jeu n'en est pas vraiment un. Et oui, tous les jeux Starfighter qui ont été déposés dans plein de mondes stellaires sont là pour recruter les meilleurs joueurs qui pourraient devenir potentiellement des pilotes pour sauver l'univers à bord de vrais vaisseaux. Un test en quelque sorte. Mais ça n'était qu'un simple jeu, Centauri. Un simple jeu? Ça pouvait paraître un simple jeu, mais c'était aussi un test. Car une vraie bataille se déroule dans l'espace avec le grand méchant Xur, qui est un petit peu ridicule, il faut le dire, veut conquérir donc le monde. Et Alex, avec son copilote Grig, un extraterrestre, va partir donc dans l'espace pour combattre ces méchants. Du coup, à travers les yeux de notre héros, nous nous retrouvons à nous dire pourquoi pas moi? Lors d'un combat avec l'ennemi, cet écran vous renvoie l'image de tous les instruments de bataille. Nick Castle, le réalisateur, grand ami de John Carpenter depuis ses débuts, c'est lui le tueur d'Halloween, il l'avait aidé sur son court-métrage, va écrire des films comme New York 1997 ou Hook de Steven Spielberg et va réaliser plusieurs films comme Tag, The Boy Who Could Fly, La tête dans les nuages, Tap Dance ou Denis Lamalis. Alex, attention! Il s'éclate apparemment à réaliser ce film et cela se voit avec ces deux histoires en parallèle. Sur Terre, la petite amie qui doit faire avec cet androïde qui remplace le jeune Alex pendant que lui se bat dans l'espace. Et bien sûr donc Alex et sa vraie vie. Le film oscille entre une guerre des étoiles et une production Amblin, George Lucas, Steven Spielberg, ce qui est déjà beaucoup. Et un petit peu de naïveté quand même, surtout dans le dernier tiers. Bref, le film fonctionne, on est aux anges, nous on veut voler. Je suis un bêta-droïde, la copie conforme d'Alex. Il est là-haut pour sauver l'univers pendant que je suis là pour servir de cible. Que l'on aime ou pas les effets spéciaux, le film cumule quand même humour et aventure de science-fiction sous couvert d'une photo superbe et une mise en scène travaillée. Centauri va recruter donc Alex dans sa voiture volante et laisser un clone qui va lui cumuler les gags sur Terre pendant que cela bastonne en l'air, mais il est quand même pourchassé par des chasseurs de primes. Bien sûr, Alex va sauver le monde, on est quand même dans un film très naïf et Castle va aller jusqu'au bout du fantasme en nous faisant carrément atterrir une fusée monstrueuse devant sa famille et ses amis et révéler le héros, voire la légende que le jeune homme est devenu un bonheur. Alors oui, le scénario est bien sûr invraisemblable et ce n'est pas un film sérieux, c'est même au niveau narratif presque une parodie. Mais bordel, Castle joue avec nous, les mythes, les symboles, le tout avec des dialogues et des jeux de mots parfois un peu subversifs mais toujours drôles. Presque parodique donc, utilisant les règles du serial, le film réussit où beaucoup échouent nous divertir. Betuel est fan de légendes arthuriennes, c'est ce qu'ils essaient de faire ici avec Alex dans le rôle d'Arthur, tout simplement, le Starfighter étant son Excalibur et Centauri étant Merlin. Le film coûtera la bagatelle de 16 millions de dollars à l'époque quand même et n'en rapportera que 29, ce qui fait que l'on n'aura au final qu'un film et pas une série de films comme on aurait pu le prévoir.
n'utilisez pas la fleur de la mort avant d'être apportée. Alors oui, je vous dis pas, en 2022, effectivement, ça pique un peu les images. Bon, c'est vrai, on a l'impression d'être dans un épisode de Oui Oui la gomme magique, fait en 1997. Mais bon, on va se remettre avec un peu de recul sur ce qui s'est passé à l'époque, hein, et donc se retrouver devant un film où les effets sont entièrement générés par un ordinateur, hein. Les effets spéciaux de Starfighter calment bien à l'époque. Ils sont supervisés par King Bagot, le directeur de la photo, hein, et Kevin Pike aux effets. Là où ils surprennent justement ces effets sont les séquences de baston avec une fluidité et un design qui est plutôt à tomber par terre à l'époque. Les planètes, la fameuse fleur de la mort, hein, la ceinture spatiale qui est la frontière, hein, auraient été difficiles à faire en practical, mais sont là pour l'époque, encore une fois, bien réalisés. Le film ouvrira le cinéma aux images de synthèse pour de vrai, hein, malgré le fait que Tron avait été fait quand même quelques années avant, parce que le tout est possible arrive et qu'effectivement, quoi qu'on en dise, c'est moins de boulot aujourd'hui. C'est Digital Production qui va mettre 2 ans pour réaliser les effets. Bataille, décors et univers entièrement créés pour ce qui est des sorties dans l'espace, hein, même les pilotes dans les vaisseaux. La différence entre une maquette et une image de synthèse, pour les mises en image, c'est qu'une maquette exposée trop longtemps sur pellicule, ça commence à se voir au bout d'un moment, alors qu'en CGI, elle reste telle qu'elle. Je rappelle, pour l'époque. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, on voit plus rien. À l'époque, on avait quand même des yeux un petit peu naïfs, hein, parce que... ouais, ça pique. Reste de puissance, il faut prendre le temps de recharger. Comme tout est fait, hein, on commencera par des dessins préparatoires, hein, montrant le vaisseau sous tous les angles. C'est le grand Ron Cobb, grand designer devant l'éternel, hein, rappelez-vous, Conan le Barbare c'était lui, et j'en passais des meilleurs, qui va s'occuper de tous les designs et des décors. Ces dessins seront numérisés avec des points qui seront connectés ensemble pour en faire des polygones. Et les polygones, on en voit. 600 000 polygones seront ainsi créés pour le vaisseau, hein, duplicables bien sûr à l'infini. Le réalisateur s'en va lui ainsi plus libre, hein, si un plan ne lui plaît pas, il suffit juste de reprogrammer la séquence, hein, plutôt que de refilmer la maquette. Alors je me plais à penser quand même que j'aurais peut-être préféré maintenant, hein, de voir le film avec effectivement ces fameuses maquettes, mais ce n'est pas le cas. Et donc couleurs, ombre et lumière vont être traitées, elles, à la fin, plus subtiles que vives et brillantes, et le plus proche possible du réalisme, encore une fois pour l'époque. Le Starfighter est composé de 4000 par 6000 pixels, hein, soit 24 millions, ce qui peut faire rire aujourd'hui. L'ordinateur utilisé est un Cray XMP de 15 millions de dollars et de 1,50 m de large et 2 mètres de haut. Bon, on fait mieux avec mon téléphone. Il peut réaliser 160 millions de calculs à la seconde. Dans le film, il y aura 250 plans, chacune demandant 22 millions de calculs. Imaginez le bordel. Les effets vont coûter 3 millions de dollars, hein, pour à peu près 25 minutes de plan, et apparemment aurait coûté 2 fois moins cher que s'il avait été réalisé justement avec des maquettes. Voilà comment on change le monde. La voiture volante, hein, de Centauri, hein, existera en 2 versions, une réelle qui fut créée par Jane Winfield, hein, d'après un châssis de Volkswagen, et une en image de synthèse quand elle vole. Je n'irai pas jusqu'à dire que les CGI sont essentiels, bien sûr vous me connaissez trop pour ça et rien ne vaut le practical. Mais quand c'est en petite dose et que ça sert l'histoire, bon je me dis que ça peut vite devenir un réel bonheur. C'est un peu ici le cas, même si c'est vraiment très moche à regarder, hein. Franchement en Blu-ray ça fait mal, mais voilà, bon, il suffit de... On revient un petit peu en arrière, on se dit à l'époque c'était comme ça et ça passe, parce que l'histoire est justement bien et que les personnages comptent. Nous avons lancé une recherche désespérée de Starfighters et de navigateurs. Pas beaucoup mieux, hein, que les images de synthèse réalisées, hein. Les maquillages supervisés par Terry Smith s'en donnent eux aussi à cœur joie pour créer des races extraterrestres. Bon, on est loin de Star Wars, de Rick Baker, de Stan Winston, je vous le dis de suite, hein, mis à part Grigg, joué par Dan O'Herlihy. Hein. En vérifier le contenu. Vous êtes en zone interdite et dans un périmètre de...
L'acteur passe 3/4 d'heure par jour pour avoir sa tête de lézard, 1h30 en début de tournage, et il le garde pendant le tournage jusqu'à parfois 16 heures d'affilée. Il mange et boit avec une paille et chauffe littéralement sous le masque. C'est Ron Cobb qui va décider de quel extraterrestre apparaît ou pas dans les scènes. Bon, ce n'est pas parfait non plus, mais ça passe. Alex ? Salut Maggie. Voyez, tout Rilos vous soutient. Vous devez rester, Alex. Côté acteur, nous avons Lance Guest, qui est un acteur dont la filmographie n'est pas exceptionnelle, mais il a chez lui d'avoir débuté chez John Carpenter avec Halloween 2 de presque Rick Rosenthal et John Carpenter. Il y jouait Jimmy l'ambulancier. Starfighter va suivre bien sûr, et pour ceux qui ont vu le film à l'époque, l'on y découvre un jeune homme capable de jouer autant la comédie que le héros d'aventure. Alors on pourrait peut-être se pardonner mutuellement ce soir à Silver Lake ? Puis ce sera le choix, malheureusement pour l'acteur, qu'il ne fallait pas faire, avec Les Dents de la Mer 4 de Joseph Sargent, où il y joue le fils du personnage joué par Roy Scheider dans les 2 premiers films, Michael Brody. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui parle de ce chef-d'œuvre incompris. Les autres filles n'ont pas compté pour moi. Il n'y a que toi. Toi. Tu veux que je te dise des trucs cochons ? Alors ici, il joue donc Alex, bien sûr, notre héros, mais aussi Beta Alex, une sorte d'androïde, une copie de lui-même qui permettra de faire du film une comédie d'aventure bienvenue. Sa voix française est de Éric Legrand, qui a travaillé autant sur le ciné que des séries et de l'animation. Navigateur stellaire première classe, Greg, à votre service. Dan O'Herlihy est un acteur impressionnant qui va commencer sa carrière dans les années 40. Il va jouer Grigg, le copilote du Starfighter, grimé en une sorte de lézard humanoïde. O'Herlihy va endurer les maquillages et ne s'embarrasse pas de savoir si les gens le reconnaîtront ou pas dans le film. Il estime avoir été assez vu. Je ferai sa connaissance en 1980 sur la première chaîne, puisqu'une série datant, elle, de 1979 est très vite annulée. Une série d'espionnage intitulée Sloan, agent spécial, avec le grand Robert Conrad, bien sûr. Il jouait le directeur de l'agence. Ça va peut-être vous faire un choc, mais il ne veut pas devenir Starfighter. Il ne veut pas devenir. Puis c'est bien sûr Halloween 3, le sang du sorcier, de Tommy Lee Wallace, produit toujours par John Carpenter, où il y joue le méchant Cochrane qui veut détruire le monde. Et il est enfin bien sûr pour nous le roi de l'OCP dans le Robocop de Paul Verhoeven, rôle qui va reprendre dans la deuxième partie, Robocop 2 d'Irving Keschner. On le remarquera aussi bien sûr en Andrew Packard dans le Twin Peaks de David Lynch et Mark Frost. C'est l'immense Marc de Géorgie qui officie ici sur sa voix, bien connue pour être celle du shérif Teasle dans Rambo 1 et doubleur officiel de Brian Dennehy. Il fait aussi la voix de Murdoch dans Rambo 2, joué par Charles Napier, et c'est un merveilleux comédien de doublage sur plein d'acteurs talentueux, comme par exemple David Carradine sur Kung Fu. Tu as raison. C'est moi qui ai peur de partir. La belle Catherine Marie Stewart, aux yeux magnifiques, au sourire si américain, fait chavirer nos cœurs à l'époque, censée être une ado dans le film, bien sûr, alors qu'elle a déjà 23 ans et est mariée depuis 1983. Elle nous fait, vous savez quoi. Elle apparaît dans Les Faucons de la Nuit, de Bruce Malmuth, La Nuit de la Comète, de Tom Eberhardt, et Week-end chez Bernie, de Ted Kotcheff, le réalisateur du premier Rambo, ainsi que des rôles plus ou moins intéressants à la télévision. Je te l'ai dit, Alex. Moi et mes... comment tu appelles ça? Mes urgences sexuelles, nous avons décidé de ne plus te parler. Elle y joue ici parfaitement son rôle, se retrouvant en petite amie, avec un double dont elle doit se satisfaire, puisque son vrai chéri est parti se battre dans l'espace, ce qui va amener beaucoup de scènes assez comiques. C'est la comédienne Françoise Dasque qui fait sa voix. Mais de ce qu'on appelle un jeu vidéo. Et puis n'en faites pas toute une histoire. Après tout, ce qui compte, c'est qu'il ait le don. Robert Preston est un acteur à la filmographie extrêmement fournie dès la fin des années 30. Starfighter est son dernier film au cinéma, il décédera 2 ans après, mais on a pu le voir chez Black Edward sur des films comme S.O.B. ou Victor Victoria, dont il aura une nomination aux Oscars. Il est ici donc Centauri, celui qui va venir chercher Alex sur Terre dans sa voiture futuriste volante et lui expliquer ses nouvelles fonctions. C'est le grand William Sabatier, voix de Richard Harris, Karl Malden ou Marlon Brando, qui fait ici sa voix. Vous avez été recruté par la Ligue Stellaire pour défendre la frontière contre Xur et l'Armada Koda.
À noter, parce que c'est une très bonne version française, hein, la voix off du jeu Starfighter et de Pierre Athé, notre doc de Retour vers le futur. Une base surienne. Rex Safan est un compositeur talentueux mais peu utilisé malheureusement au cinéma. Un morceau sur le solitaire de Michael Mann, une musique rejetée sur Wolfen, la musique de Tag de Nick Castle, En plein cauchemar de Joseph Sargent, ou Remo sans armes et dangereux dont j'avais parlé de Guy Hamilton, ou Le cauchemar de Freddy de Rennie Harlin. La musique ici est une pure régalade avec des cuivres et des violons à tout va. Safan nous sort le grand jeu, une épopée musicale complètement en accord avec un film qui méritait bien ça. La qualité est là, on reconnaît très vite le compositeur, même il suffit d'écouter Remo pour voir que ça se ressemble un petit peu, et donne une patate à l'écoute qui ne ressemble pas à ce qu'ont fait d'autres compositeurs sur le genre. Il sort en CD d'abord chez Southern Cross, puis c'est Intrada qui va finir par nous sortir la version complète en 2015. C'est une musique donc dynamique et brillante, dès sa fanfare en thème principal, la musique nous transporte, nous enthousiasme par son rythme trépidant, son lyrisme, et qui fait de ce CD une partition exemplaire. Les jeux vidéo ont sale réputation à l'époque, comme souvent, voire même servir pour recruter pour l'armée soi-disant. Parodique à l'aventure proche d'un comics, un vrai film pour les geeks, les rêveurs, les gens qui, comme à l'époque du Superman de Richard Donner, espéraient voler, les gens comme vous, comme moi, rêvant d'être un héros. Là, un jeune terrien va donc sauver le monde, devenir la légende avec en fond des images électroniques qui vont révolutionner une partie du cinéma. De nombreux remakes seront tentés, même par Spielberg, mais Betuel va garder les droits de son histoire et ne désire pas en faire un autre. En 2020, il change d'avis, mais aucun projet ne s'est concrétisé depuis. Alors bien sûr, que faire de ce film? Parce qu'il est plus parfait aujourd'hui. À l'époque, on s'était dit, bordel, quelle réussite. Mais il suffit de voir un astéroïde en image de synthèse. Bon, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Mais bon, je l'aime encore comme je l'ai vu à l'époque, et c'est pour ça que je lui mets la belle petite note de 5 sur 6, parce qu'on est loin d'être parfait, mais l'histoire est vraiment, pour moi, aboutie. C'est très vite présenté dès les 10 premières minutes, tous les personnages nous sont présentés, ça va vite, ça traîne pas, le film fait 1h40, c'est ce qu'on aime. Moi personnellement, voilà, c'est une régalade, j'espère que pour vous aussi, que vous le regardez un petit peu avec ce côté mélancolique des années 80, et pas avec le côté un petit peu aigri d'un monsieur de 2023. Voilà, je vous dis à très bientôt, pensez à mettre des commentaires, qu'on en débatte, et puis je vous dis à bientôt pour de très très lourds, abonnez-vous, la petite cloche, bye bye.